Le 23 octobre 2007, à 14h32 précise, Alix Bergeron disparaît dans l'aéroport Charles de Gaulle. Vétérinaire de 29 ans, spécialiste des zoonoses, elle devait prendre le vol Air France 1423 pour Bruxelles. Sa carte d'embarquement fut scannée à la porte d'embarquement. Les caméras de surveillance la montrent s'approchant de l'avion. Puis plus rien. Elle ne monta jamais à bord. Pendant 11 ans, sa sœur Claire ne cessa jamais de chercher. 11 années d'angoisse, d'espoir brisé, de pistes qui ne menaient nulle part. Jusqu'à ce jour de février 2018 où son téléphone portable vibra. Un message du numéro d'Alix, un numéro désactivé depuis 11 ans. Le message ne contenait que 2 lignes de coordonnées GPS, 48,8437 nord, 2,329 est. Rien d'autre. Que découvrit Claire à cet endroit précis? Comment Alix avait-elle pu envoyer ce message après toutes ces années de silence? Et surtout, où était-elle pendant ces 11 longues années qui transformèrent une disparition mystérieuse en l'une des affaires les plus troublantes de France? Avant de continuer avec cette histoire bouleversante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Alix Bergeron était née le 15 mars 1978 à Meaux, en Seine-et-Marne. Cette petite ville de 55 000 habitants, située à 50 km à l'est de Paris, était connue pour sa cathédrale gothique et son fromage de Brie. Les Bergerons y vivaient depuis 3 générations, dans une maison de briques rouges, typique de la région, rue de la République. La famille Bergeron incarnait la bourgeoisie provinciale française. Jean-Claude Bergeron, père d'Alix, dirigeait une entreprise de matériel agricole prospère, qui servait les nombreuses exploitations céréalières de la Brie. Sylvie, sa mère, enseignait les mathématiques au lycée Henri Moissan. Ils avaient eu 2 filles, Claire, née en 1975, et Alix 3 ans plus tard. Dès son plus jeune âge, Alix manifestait une passion dévorante pour les animaux. Contrairement à l'amour romantique que portent beaucoup d'enfants aux chatons et aux chiots, Alix s'intéressait au fonctionnement de leur organisme, à leurs maladies, à leur mécanisme de guérison. À 8 ans, elle disséquait déjà les grenouilles mortes qu'elle trouvait au bord de la Marne, avec un sérieux qui impressionnait et inquiétait à la fois ses parents. Sa sœur Claire, plus âgée et plus extravertie, suivait un chemin plus conventionnel. Brillante élève, elle se destinait à l'enseignement des sciences naturelles. Les 2 sœurs entretenaient une relation fusionnelle malgré leurs différences. Claire protégeait Alix des moqueries de leurs camarades qui trouvaient étrange cette petite fille toujours penchée sur ses livres de biologie animale. Après un baccalauréat scientifique obtenu avec mention très bien au lycée Bossuet de Meaux, Alix intégra l'École nationale vétérinaire d'Alfort en 1996. Cette institution prestigieuse, fondée en 1766, formait l'élite vétérinaire française. Située à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, l'école attirait les meilleurs étudiants du pays. Alix y excellait particulièrement dans l'étude des zoonoses, ces maladies transmissibles entre les animaux et l'homme. La rage, la tuberculose bovine, la grippe aviaire, elle maîtrisait parfaitement les mécanismes de transmission, les symptômes, les traitements. Ses professeurs remarquaient son aptitude exceptionnelle à comprendre les mutations virales et bactériennes. En 2001, diplômé major de sa promotion, Alix s'installa comme vétérinaire à Lagny-sur-Marne, à 10 km de Meaux. Sa clinique, située avenue de la Ferté-sous-Jouarre, se spécialisait dans les animaux de ferme. La région agricole de la Brie orientale lui offrait une clientèle nombreuse d'éleveurs de bovins, de porcs et de volailles. Mais Alix ne se contentait pas de soigner. Elle étudiait, recherchait, publiait. Ses articles sur la prévention des épizooties paraissaient régulièrement dans la revue de médecine vétérinaire française. En 2005, sa thèse sur les mécanismes de transmission des coronavirus bovins lui valut le prix de l'Académie vétérinaire de France. Cette expertise lui ouvrit les portes des conférences internationales.
Barcelone, Rome, Amsterdam. Alix présentait ses recherches devant les sommités mondiales de la médecine vétérinaire. Elle parlait couramment français, anglais et espagnol, et se débrouillait en allemand et en italien. Physiquement, Alix mesurait 1,68 m. Ses cheveux châtains, qu'elle portait toujours en chignon strict, encadraient un visage aux traits fins, marqué par de petites lunettes rectangulaires. Elle avait hérité des yeux verts de sa mère et du menton volontaire de son père. Ses mains, toujours impeccablement manucurées malgré son travail, témoignaient de sa précision naturelle. Sa vie privée restait discrète. Quelques relations amoureuses sans lendemain avec des confrères rencontrés lors de congrès, mais rien de durable. Alix consacrait l'essentiel de son temps à son travail et à sa recherche. Elle vivait seule dans un appartement moderne de Lagny, rue Saint-Furcy, qu'elle avait aménagé avec goût mais sans ostentation. Claire, devenue professeure de sciences naturelles au collège de Meaux après des études à l'université de Marne-la-Vallée, avait épousé Philippe Morvan en 2003. Ce comptable de 3 ans, son aîné, travaillait dans un cabinet d'expertise comptable de Coulommiers. Ils habitaient une maison mitoyenne à Trilleport, commune de 4000 habitants, située entre Meaux et Lagny. Les deux sœurs se voyaient chaque dimanche chez leurs parents, rue de la République. Ces déjeuners familiaux étaient sacrés. Alix racontait ses recherches, ses voyages, ses découvertes. Claire parlait de ses élèves, de ses projets de grossesse qui tardaient à se concrétiser. Jean-Claude évoquait les difficultés croissantes de l'agriculture française face à la concurrence européenne. Sylvie, qui avait pris sa retraite anticipée en 2006, organisait ses réunions avec l'art consommé des mères de famille françaises. Au printemps 2007, l'Association européenne des vétérinaires spécialisés en zoonose organisa son congrès annuel à Bruxelles. L'événement, prévu les 24 et 25 octobre, rassemblait 300 spécialistes venus de toute l'Europe. Alix devait y présenter ses dernières recherches sur l'adaptation des virus grippo-aviaires aux mammifères. Cette présentation représentait l'aboutissement de 2 années de travail minutieux. Alix avait étudié les mécanismes par lesquels le virus H5N1 de la grippe aviaire pourrait muter pour infecter efficacement les humains. Ces conclusions révolutionnaires suggéraient que certaines souches pouvaient franchir la barrière interespèce plus facilement qu'on ne le pensait. Le 20 octobre, Alix confirma sa participation auprès du secrétariat du Congrès. Elle réserva une chambre à l'Hôtel des Galeries, près de la Grand Place de Bruxelles, pour 2 nuits. Son billet d'avion, vol Air France 1423 au départ de Charles de Gaulle Terminal 2E, était confirmé pour le 23 octobre à 16h15. La veille de son départ, Alix dîna chez Claire et Philippe à Trilleport. Elle paraissait fatiguée, mais enthousiaste. Ses recherches avançaient bien, même si elle mentionnait quelques difficultés à se procurer certains échantillons viraux nécessaires à ses expérimentations. Les laboratoires pharmaceutiques deviennent très prudents depuis l'affaire des armes biologiques en Irak, expliqua-t-elle à sa sœur en buvant son café. Même pour la recherche fondamentale, il faut justifier chaque demande. Claire nota qu'Alix semblait préoccupée, mais elle attribua cette tension à l'importance de la conférence du lendemain. Alix partit vers 22h30, après avoir embrassé sa sœur et son beau-frère. Ce furent ses dernières paroles normales avec sa famille. Le matin du 23 octobre 2007, Alix se leva à 6h dans son appartement de Lagny. Le temps était gris et frais, typique de l'automne en Île-de-France. La température atteignait 8 degrés et une petite bruine intermittente mouillait les rues pavées du centre-ville. À 6h45, elle quitta son domicile au volant de sa Peugeot 307 grise, immatriculée 463 BNX 77. Sa valise, une Samsonite noire, contenait ses affaires pour 2 jours. Vêtements, ordinateur portable, dossier de recherche et surtout sa présentation PowerPoint gravée sur un CD-ROM. Alix avait l'habitude des voyages d'affaires. Méthodique, elle vérifiait toujours 2 fois sa liste. Passeport dans le compartiment extérieur de sa mallette, carte d'embarquement imprimée la veille, téléphone portable chargé, chargeur, carnet d'adresse, carte de crédit et 300 € en espèces.
À 7h20, elle s'arrêta à la station Total de Lagny pour faire le plein et acheter un café. Jocelyne Marchand, la caissière qui la connaissait bien, la trouva normale, peut-être un peu pressée comme d'habitude quand elle partait en voyage. L'autoroute A4 était fluide ce matin-là. Alix roula tranquillement vers Charles de Gaulle, écoutant France Inter. Les informations évoquaient les émeutes de banlieue qui avaient secoué Villiers-le-Bel quelques jours plus tôt et la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy qui battait son plein. Elle arriva au terminal 2E à 8h45 et gara sa voiture au parking P5, niveau 2, emplacement J43. Le ticket de parking, conservé par la police, indiquait 8h48 comme heure d'arrivée. L'enregistrement des bagages se déroula normalement au comptoir Air France. Hôtesse de service depuis 15 ans, Corinne Beaumont se souvenait parfaitement d'Alix. Une cliente polie, bien habillée, elle portait un tailleur noir et un trench coat beige. Ses bagages étaient légers, juste une valise de cabine. Elle semblait détendue, souriait, rien d'anormal. À 10h15, Alix franchit les contrôles de sécurité sans problème. Les agents ne détectèrent rien de suspect dans ses affaires. Son ordinateur portable fut vérifié selon les procédures standards. Elle récupéra ses affaires et se dirigea vers la salle d'embarquement. Le vol 1423 avait du retard. Un problème technique mineur sur l'Airbus A320 nécessitait une vérification supplémentaire. Le départ, initialement prévu à 16h15, fut reporté à 17h. Alix profita de cette attente pour téléphoner à sa sœur Claire. Il était 11h32 quand son portable sonna dans la salle des professeurs du collège de Meaux. « Le vol a du retard. J'arriverai plus tard que prévu à Bruxelles », expliqua Alix. Sa voix paraissait normale, légèrement contrariée par ce contretemps, mais sans inquiétude particulière. « Tu veux que je prévienne l'hôtel ?» proposa Claire. « Non, c'est bon, je vais les appeler. Je te rappelle ce soir depuis Bruxelles pour te dire comment s'est passée la présentation. » Ce fut leur dernière conversation. Entre 11h35 et 16h45, Alix passa 6 heures dans l'aéroport. Les caméras de surveillance la filmèrent à plusieurs reprises. À 12h20, elle déjeuna seule au restaurant Hippopotamus du terminal 2E. Elle commanda une salade de chèvre chaud et un verre de Côte-du-Rhône blanc qu'elle paya par carte bancaire. À 14h15, elle acheta Le Figaro et Libération au kiosque Relay. À 15h30, elle fut filmée assise dans la salle d'attente, lisant et travaillant sur son ordinateur portable. Elle semblait calme et concentrée. À 16h45, l'embarquement du vol 1423 commença enfin. Alix se dirigea vers la porte d'embarquement numéro L28. À 16h52, elle présenta sa carte d'embarquement et son passeport à l'hôtesse Sandrine Petit. « Je me souviens parfaitement d'elle », témoigna plus tard Sandrine Petit. Une femme brune avec des lunettes, très élégante. Elle tenait sa mallette d'une main et sa veste de l'autre. Elle m'a souri en me tendant ses papiers. J'ai scanné sa carte d'embarquement, tout était en ordre. Elle a pris la passerelle. C'est là que commence le mystère. Les caméras de surveillance filmèrent Alix s'engageant dans la passerelle d'embarquement, mais elle n'arriva jamais dans l'avion. Le commandant de bord Pierre Raffin et son équipage ne la virent jamais monter à bord. À 17h05, les hôtesses effectuèrent l'appel nominal des passagers. « Madame Bergeron, Alix Bergeron », répéta 3 fois l'hôtesse Patricia Dumont dans le haut-parleur de l'appareil. Aucune réponse. Les procédures d'Air France sont strictes. Tout passager enregistré mais absent à bord doit voir ses bagages débarquer avant le décollage. Les agents de piste ouvrirent la soute et cherchèrent la valise d'Alix. Elle n'y était pas. Ses bagages avaient disparu en même temps qu'elle. L'alerte fut donnée immédiatement. À 17h15, le directeur des opérations d'Air France contacta la police aux frontières de Roissy. L'inspecteur Laurent Savary, 42 ans, 20 années d'expérience dans la police judiciaire, prit en charge l'affaire dès 17h30. Savary connaissait parfaitement Charles de Gaulle. Cet aéroport de 66 millions de passagers par an était un labyrinthe de couloirs, d'escalators, de zones de transit.
Mais une femme ne pouvait pas simplement s'évaporer entre une passerelle d'embarquement et un avion. La première hypothèse fut médicale. Alix avait-elle fait un malaise dans la passerelle? Les équipes de secours fouillèrent chaque recoin, chaque local technique, chaque escalier de service. Rien. Les toilettes, les zones réservées au personnel, les locaux de maintenance, tout fut passé au peigne fin. À 20 heures, Savary élargit les recherches. Peut-être Alix avait-elle eu un empêchement de dernière minute et quitté l'aéroport. Les caméras de surveillance furent analysées minute par minute. On la voyait entrer dans la passerelle. On ne la voyait jamais en ressortir. Claire Morvan reçut l'appel de la police à 21h30. Elle préparait le dîner dans sa cuisine de Trilleport quand son téléphone sonna. Inspecteur Savary, police judiciaire de Roissy. Votre sœur Alix Bergeron a disparu cet après-midi. Le monde de Claire s'effondra. Comment pouvait-on disparaître dans un aéroport? Ces lieux étaient ultra sécurisés, truffés de caméras, gardés par des dizaines d'agents. Sa première réaction fut le déni. Il y a une erreur. Elle est sûrement à Bruxelles maintenant. Mais l'hôtel des Galeries confirma, Madame Bergeron n'était jamais arrivée. Son téléphone portable sonnait dans le vide avant de basculer sur sa messagerie. Ses comptes bancaires ne montraient aucun mouvement depuis le paiement de son déjeuner à Charles de Gaulle. Jean-Claude et Sylvie Bergeron arrivèrent à l'aéroport vers minuit. Ce père de 63 ans, habitué à résoudre les problèmes avec méthode et détermination, se heurta à l'incompréhensible. Sa fille cadette, sa petite Alix si brillante et prometteuse, s'était volatilisée. « Monsieur Bergeron » expliqua patiemment l'inspecteur Savary, « nous avons visionné toutes les caméras. Votre fille est entrée dans la passerelle d'embarquement à 16h53. Elle n'en est jamais ressortie. Elle n'est pas montée dans l'avion. Nous ne comprenons pas. Les premiers jours furent un cauchemar logistique et émotionnel. » La police scientifique analysa chaque centimètre carré de la passerelle d'embarquement. Aucune trace de lutte, aucun indice, aucun cheveu, aucune fibre textile suspecte, comme si Alix s'était dématérialisée. L'enquête s'intensifia. Savary et son équipe interrogèrent tous les employés d'Air France présents ce jour-là. Agents d'escale, hôtesses, pilotes, personnel de nettoyage, agents de sécurité, personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'anormal. La piste terroriste fut explorée. En 2007, la menace était omniprésente dans les esprits. Les attentats de Londres de 2005, ceux de Madrid de 2004 restaient dans toutes les mémoires. Alix travaillait-elle sur des recherches sensibles? Avait-elle été enlevée pour ses connaissances scientifiques? Cette hypothèse sembla se confirmer quand les enquêteurs découvrirent la nature exacte des recherches d'Alix. Ses travaux sur les mutations virales intéressaient plusieurs laboratoires pharmaceutiques internationaux. Ses publications récentes sur l'adaptation des virus grippaux aux mammifères avaient été téléchargées des centaines de fois depuis des adresses IP du monde entier. Le docteur Michel Fontaine, collègue d'Alix à l'école vétérinaire d'Alfort, fut longuement interrogé. Cet homme de 55 ans, spécialiste en virologie, avait collaboré avec Alix sur plusieurs projets de recherche. Alix était brillante, mais aussi très prudente, témoigna-t-il. Elle respectait scrupuleusement tous les protocoles de sécurité. Ses recherches étaient purement académiques, sans application militaire directe, mais il est vrai que ses découvertes sur les mécanismes de mutation pourraient intéresser certaines organisations. La famille Bergeron traversait l'enfer. Claire avait pris un congé sans solde pour se consacrer entièrement aux recherches. Elle passait ses journées à l'aéroport, interrogeant les passagers, distribuant des photos d'Alix, scrutant chaque visage dans l'espoir fou d'un miracle. Sylvie Bergeron sombra dans une dépression profonde. Cette mère de 60 ans, habituée à contrôler sa vie avec la rigueur d'un professeur de mathématiques, ne supportait pas l'incertitude. Elle restait prostrée des heures entières, fixant la photo d'Alix enfant posée sur la cheminée du salon. Jean-Claude réagit différemment. Il engagea un détective privé, Antoine Mercier, ancien commissaire de police reconverti dans l'investigation privée.
Mercier et ses assistants reprirent l'enquête depuis le début, fouillant la vie personnelle d'Alix, ses relations, ses finances, sa correspondance électronique. Ils ne trouvèrent rien de suspect. Alix menait une vie rangée, sans secrets apparents. Ses comptes étaient équilibrés, ses relations professionnelles excellentes. Aucun petit ami récent, aucune liaison cachée, aucune dette, aucun ennemi connu. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Disparition mystérieuse à Charles de Gaulle, titrèrent les journaux. L'émission Faites entrer l'accusé consacra un reportage au cas. Claire participa à plusieurs émissions de télévision, suppliant quiconque ayant des informations de se manifester. Quelques témoignages arrivèrent. Une femme croyait avoir vu Alix dans le RER B vers 18 heures. Un homme affirmait l'avoir aperçu dans un café de Bruxelles le lendemain. Toutes ces pistes furent vérifiées et se révélèrent sans fondement. Au bout de 3 mois, l'enquête piétinait. Savary avait exploré toutes les hypothèses. Enlèvement, suicide, fuite volontaire, accident. Aucune ne tenait la route. Alix Bergeron était devenue un fantôme. La vie reprit tant bien que mal son cours. Claire retourna enseigner au collège de Meaux, mais elle n'était plus la même. Ses élèves remarquaient ses absences, ses regards perdus vers la fenêtre, sa difficulté à se concentrer. Philippe, son mari, supportait avec patience ses crises de larmes nocturnes, ses réveils en sursaut, ses obsessions. Chaque anniversaire de la disparition ravivait la douleur. Le 23 octobre 2008, Claire retourna à Charles de Gaulle. Elle arpenta les couloirs, la passerelle d'embarquement, cherchant un détail que la police aurait manqué. Elle ne trouva rien. En 2009, l'enquête fut classée sans suite. Officiellement, Alix Bergeron figurait toujours sur la liste des personnes recherchées, mais plus aucun enquêteur ne travaillait activement sur son cas. Savary avait été muté à Marseille. Le dossier dormait dans les archives de la police judiciaire de Roissy. Claire refusait d'abandonner. Elle créa une association, Retrouver Alix, qui organisait des battues, diffusait des avis de recherche, maintenait un site internet actualisé régulièrement. Quelques bénévoles l'aidaient, mais l'élan retombait progressivement. En 2010, Jean-Claude Bergeron fit une crise cardiaque. À 66 ans, cet homme solide ne supportait plus l'incertitude. Il survécut, mais resta fragilisé. Sylvie, elle, développait les premiers signes d'une maladie d'Alzheimer précoce. Le choc de la disparition avait accéléré ses troubles cognitifs. Philippe Morvan, le beau-frère d'Alix, devint progressivement la colonne vertébrale de la famille. Cet homme discret de 40 ans gérait les démarches administratives, soutenait Claire dans ses recherches, aidait ses beaux-parents vieillissants. Son mariage avec Claire résistait, mais l'absence d'Alix planait sur leur couple comme une ombre douloureuse. Les années s'écoulaient. 2011, 2012, 2013. Claire vieillissait prématurément. Ses cheveux châtains grisonnaient, des rides creusaient son visage de 38 ans. Elle avait renoncé à avoir des enfants, incapable d'envisager de fonder une famille tant qu'Alix restait introuvable. Parfois, des espoirs renaissaient. En 2014, une femme correspondant au signalement d'Alix fut aperçue dans un hôpital psychiatrique de Rouen. Claire s'y précipita, le cœur battant. Ce n'était pas sa sœur. En 2015, un corps de femme fut découvert dans la Seine près de Mantes-la-Jolie. L'ADN ne correspondait pas. Le docteur Michel Fontaine, collègue d'Alix, maintint le contact avec la famille. Tous les 6 mois, il téléphonait à Claire pour prendre des nouvelles et réaffirmer sa disponibilité. Cet homme attentionné de 60 ans avait été profondément marqué par la disparition de sa brillante collaboratrice. Alix travaillait sur quelque chose d'important, confiait-il parfois à Claire. Ses dernières recherches sur les coronavirus et leur potentiel pandémique étaient révolutionnaires. Si elle avait pu les publier, cela aurait changé notre compréhension de ces virus. En 2016, Claire prit une décision radicale. Elle demanda sa mutation dans un lycée de Roissy, près de l'aéroport Charles de Gaulle, officiellement pour être plus proche de son lieu de travail, officieusement pour rester connectée au lieu de disparition de sa sœur. Cette proximité raviva son obsession. Claire passait ses week-ends dans l'aéroport, observant les passagers, espérant reconnaître le visage d'Alix dans la foule.
Le personnel de sécurité la connaissait et tolérait sa présence, ému par sa détresse évidente. 10 ans après la disparition, en octobre 2017, Claire organisa une cérémonie commémorative. Une cinquantaine de personnes se rassemblèrent dans l'église Saint-Nicolas de Meaux. Famille, amis, collègues d'Alix, membres de l'association Retrouver Alix. Le curé célébra une messe d'intention, sans corps, sans certitude. « Nous ne savons pas où est Alix », déclara Claire devant l'assemblée. « Nous ne savons pas si elle est vivante ou morte, mais nous savons qu'elle nous manque. Nous savons que nous l'aimons, et nous ne cessons jamais d'espérer. » Cette cérémonie marqua un tournant psychologique. Pour la première fois depuis 10 ans, Claire sembla accepter l'idée qu'Alix pourrait ne jamais revenir. Elle ne renonçait pas à ses recherches, mais elle apprenait à vivre avec l'absence. L'hiver 2017-2018 fut particulièrement rigoureux en Île-de-France. Janvier apporta des températures de moins 10 degrés, rares dans la région parisienne. La Seine gela partiellement, phénomène exceptionnel qui ne s'était pas produit depuis 15 ans. Claire avait pris l'habitude de longues promenades solitaires le long de la Marne, près de Trilleporte. Ces balades l'apaisaient, lui permettaient de faire le vide après des journées difficiles au lycée. Elle marchait souvent jusqu'au pont de Chelles, parcours de 5 kilomètres qu'elle connaissait par cœur. Le dimanche 4 février 2018, vers 16 heures, Claire longeait la berge près de l'île de loisirs de Jablines. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur la rivière à demi gelée. L'endroit était désert, balayé par un vent glacial qui décourageait les promeneurs. Son téléphone portable vibra dans la poche de son manteau. Un message. Claire jeta un coup d'œil distrait à l'écran, s'attendant à un SMS de Philippe ou de ses parents. Son cœur s'arrêta. Le message provenait du numéro d'Alix. 06 15 23. 78 41. Ce numéro de téléphone qu'elle connaissait par cœur, qu'elle avait composé des milliers de fois, qui était désactivé depuis 11 ans. Le message ne contenait que 2 lignes. 48 LU 437 N 2329 YE. Claire s'effondra sur un banc public, les mains tremblantes. Des coordonnées GPS, rien d'autre. Pas de texte, pas d'explication, pas de signature. Juste ces chiffres qui désignaient un point précis sur la carte de France. Elle vérifia l'heure d'envoi, 15h52. Quelques minutes plus tôt, quelqu'un, quelque part, venait d'utiliser le téléphone d'Alix pour envoyer ce message. Sa première réaction fut la suspicion. Une plaisanterie cruelle, un escroc cherchant à profiter de sa détresse. Mais qui connaissait ce numéro désactivé depuis si longtemps? Et pourquoi maintenant, après 11 années de silence? Claire rentra précipitamment chez elle. Philippe travaillait dans son bureau, préparant les déclarations fiscales de ses clients. Elle fit irruption, le téléphone à la main, les joues rougies par le froid et l'émotion. « Philippe, regarde, un message d'Alix !» Sonne-Marie examina l'écran avec scepticisme. Philippe Morvan était comptable, habitué aux chiffres et aux vérifications. Sa première réaction fut pragmatique. Ce numéro a été recyclé par l'opérateur. Quelqu'un d'autre l'utilise maintenant. Mais Claire vérifia immédiatement. L'opérateur SFR confirma. Le numéro 06.15.23.78.41 n'avait jamais été réattribué. Il restait techniquement inactif depuis novembre 2007, un mois après la disparition d'Alix. Les coordonnées GPS indiquaient un point situé dans la région parisienne. Claire les saisit dans l'application Maps de son téléphone. L'adresse correspondait à un secteur de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, près de l'autoroute A86. « Il faut y aller », dit Claire à Philippe. « Attends, réfléchis. Et si c'est un piège? Et si quelqu'un cherche à t'attirer dans un endroit isolé ?» Mais Claire ne l'écoutait plus. Pour la première fois depuis 11 ans, elle tenait une piste concrète. Un signe d'Alix peut-être, un indice qui pourrait enfin apporter des réponses. Elle téléphona immédiatement à l'inspecteur Savary. L'ancien responsable de l'enquête avait pris sa retraite, mais il gardait un contact épisodique avec la famille Bergeron. Il habitait maintenant Aix-en-Provence, où il coulait une retraite paisible avec sa femme. « Madame Morvan, je comprends votre émotion, mais soyez prudente, » conseilla Savary. 11 ans après, les chances que ce message vienne réellement de votre sœur sont infimes.
Il s'agit probablement d'une manipulation. Mais Claire avait déjà pris sa décision. Le lundi matin, elle prit un jour de congé et se dirigea vers Bobigny. Philippe avait insisté pour l'accompagner et elle avait finalement accepté. Ils partirent vers 9 heures dans la Citroën C4 de Philippe. Les coordonnées les menèrent dans une zone industrielle délabrée de Bobigny, près du canal de l'Ourcq. Des entrepôts abandonnés, des terrains vagues envahis par les ronces, des bâtiments désaffectés aux vitres brisées. L'endroit semblait désert depuis des années. Le point GPS exact correspondait à un terrain vague de 2 hectares, cerné de grillages rouillés et de panneaux d'interdiction d'accès. Une ancienne usine de conditionnement alimentaire, fermée en 2003 lors d'un plan de licenciements économiques. Claire et Philippe garèrent leur voiture, rue Édouard Vaillant, et s'approchèrent des grillages. Le terrain était jonché de détritus, d'herbes folles, de gravats. Rien ne semblait indiquer une présence récente. « Il n'y a rien ici, Claire, » dit doucement Philippe. « Rentrons. » Mais Claire examina attentivement les coordonnées sur son téléphone. Le point exact se situait à une 50aine de mètres à l'intérieur du terrain, près d'un bâtiment en béton partiellement effondré. Ils longèrent le grillage jusqu'à trouver une brèche. Malgré les réticences de Philippe, Claire s'engagea sur le terrain abandonné. Ils progressèrent prudemment entre les ronces et les débris jusqu'au point désigné par les coordonnées GPS. Là, partiellement dissimulés sous des planches pourries et des bâches plastiques déchirées, ils découvrirent une trappe métallique. Le métal était rongé par la rouille, mais la structure semblait encore solide. Un cadenas moderne sécurisait la trappe, contrastant avec la vétusté des lieux. Claire examina attentivement ce cadenas. Il ne portait aucune trace de rouille, contrairement au reste de la structure métallique. Quelqu'un l'avait installé récemment, peut-être même très récemment. Philippe, inquiet, insista pour appeler la police. Mais Claire refusa catégoriquement. « Et s'ils ne nous croient pas? Et s'ils classent encore l'affaire? Je veux d'abord savoir ce qu'il y a en dessous. » Ils retournèrent acheter des outils dans une grande surface de Bobigny. Pince Monseigneur, lampe torche, gants de protection. À 14 heures, ils étaient de retour sur le terrain abandonné. Le cadenas céda sous les efforts de Philippe. La trappe s'ouvrit en grinçant, révélant un escalier métallique qui descendait dans l'obscurité. Une odeur âcre remonta du souterrain, mélange de produits chimiques, de moisis et d'antiseptiques. Claire s'engagea la première dans l'escalier, éclairant les marches avec sa lampe torche. Philippe la suivait, nerveux, mais déterminé à ne pas laisser sa femme seule. Ils descendirent une 15aine de marches avant d'atteindre un couloir souterrain. Le passage, long d'une 10aine de mètres, menait à une porte blindée entr'ouverte. La lumière de leurs torches révéla des murs carrelés de blanc, des néons au plafond, des canalisations apparentes. L'endroit avait l'aspect d'un laboratoire ou d'un hôpital désaffecté. Derrière la porte blindée s'étendait une salle rectangulaire d'environ 50 mètres carrés. Des paillasses de laboratoire longeaient les murs, équipés de microscopes, de centrifugeuses, d'incubateurs, du matériel médical sophistiqué, analyseurs, automates de biologie moléculaire, enceintes de culture cellulaire. Mais le plus troublant était ailleurs. Au fond de la salle, derrière une cloison de verre, se trouvait ce qui ressemblait à une chambre d'isolement. Un lit médical, une table de chevet, une chaise, et sur cette chaise, un livre ouvert, Virologie médicale, manuel de référence qu'Alix utilisait dans ses recherches. Claire s'approcha de la cloison vitrée. Sa lampe torche éclaira l'intérieur de la chambre. Sur la table de chevet, elle reconnut immédiatement l'objet qui lui confirma ses soupçons les plus fous, les lunettes d'Alix. Ces montures rectangulaires caractéristiques qu'elle portait depuis l'université. « Mon Dieu, Philippe !» murmura Claire. « Elle était ici. Alix était ici. » Philippe examina le laboratoire avec l'œil méthodique du comptable, habitué aux détails. L'équipement était haut de gamme, récent, bien entretenu. Les paillasses portaient des traces d'utilisation intensive. Taches de produits chimiques, marques d'usure, résidus de manipulation. Sur l'une des paillasses, ils trouvèrent un carnet de laboratoire. L'écriture était celle d'Alix, cette calligraphie soignée qu'il connaissait depuis l'enfance.
Les dernières pages dataient de janvier 2018, quelques semaines seulement avant le mystérieux SMS. Les notes d'Alix révélaient l'ampleur de ses travaux forcés, recherches sur les coronavirus, modifications génétiques, études de transmissibilité, mais aussi des essais sur des pathogènes plus dangereux, virus Ebola, variole modifiée, souches de grippe militarisée, culture du virus H5N1 modifié, passage 247, notait Alix dans l'une de ses dernières entrées. Transmissibilité interhumaine confirmée, létalité, 73%. Période d'incubation réduite à 18 heures. Demande d'arrêt des expérimentations. Refusée. Philippe photographia chaque page du carnet avec son téléphone portable. Ces preuves seraient cruciales pour comprendre ce qui était arrivé à Alix pendant ses 11 années d'absence. Au fond du laboratoire, ils découvrirent une seconde porte, cette fois verrouillée électroniquement. Un digicode à 4 chiffres bloquait l'accès. Claire tenta plusieurs combinaisons. Date de naissance d'Alix, numéro de téléphone, code qu'elle pourrait connaître. C'est Philippe qui eut l'idée d'essayer 1568, le numéro de l'année de naissance d'Alix, 1978. La porte s'ouvrit avec un déclic électronique. Derrière cette porte s'étendait une zone d'habitation sommaire. Une chambre avec un lit simple, une salle d'eau rudimentaire, un coin cuisine équipé d'un réfrigérateur et d'un micro-ondes. Sur le lit, des vêtements qu'ils reconnurent, le tailleur noir qu'Alix portait le jour de sa disparition, maintenant élimé par 11 années d'usage. La découverte la plus émouvante les attendait sur la table de chevet, une photo de la famille Bergeron prise lors du dernier Noël précédant la disparition, en décembre 2006. Alix l'avait conservée précieusement pendant toutes ces années de captivité. Dans le tiroir de la table de chevet, Claire trouva une enveloppe portant son nom de son écriture. À l'intérieur, une lettre de plusieurs pages qu'Alix avait rédigée dans les derniers mois de sa détention. « Ma Claire chérie », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots, c'est que mon plan a fonctionné et que tu as reçu le message avec les coordonnées. Je t'écris en espérant que tu me trouveras, mais aussi en craignant ce que cette découverte représentera pour toi. » La lettre révélait l'incroyable vérité sur ces 11 années de disparition. Le 23 octobre 2007, dans la passerelle d'embarquement de Charles de Gaulle, Alix avait été abordée par un homme se présentant comme le docteur Andreas Keller, chercheur autrichien spécialisé en virologie. Keller prétendait connaître ses travaux et souhaitait lui proposer une collaboration lucrative avec un laboratoire pharmaceutique privé. Il l'avait invité à boire un café pour discuter de cette opportunité exceptionnelle. Alix, flattée et intriguée, avait accepté de retarder son vol. Dans le café de l'aéroport, Keller avait drogué sa boisson. Alix s'était réveillée plusieurs heures plus tard dans ce laboratoire souterrain de Bobigny, prisonnière d'une organisation criminelle internationale spécialisée dans le bioterrorisme. Ses ravisseurs l'avaient choisi pour ses compétences exceptionnelles en zoonose et en virologie. Ils voulaient qu'elle développe des armes biologiques basées sur des virus animaux modifiés pour infecter les humains. Son expertise sur les coronavirus et leur capacité de mutation en faisait la candidate idéale. Pendant 11 ans, Alix avait travaillé sous la contrainte dans ce laboratoire clandestin. Ses geôliers, qu'elle ne voyait que masquée et en combinaison de protection, la menaçaient constamment de s'en prendre à sa famille si elle refusait de coopérer. « Ils m'ont montré des photos de vous tous », écrivait Alix. « Papa sortant de son entreprise, maman faisant ses courses à mots, toi au collège avec tes élèves, Philippe devant votre maison. Ils savaient tout de vos habitudes, de vos horaires. J'ai accepté de travailler pour eux par peur qu'il vous arrive quelque chose. » La lettre détaillait les horreurs qu'Alix avait été contrainte de créer. Des souches de grippe aviaire modifiées pour résister aux vaccins existants, des coronavirus capables de muter rapidement et de se transmettre par voie aérienne. Des virus provoquant des hémorragies foudroyantes, inspirés d'Ebola mais plus contagieux. Ces ravisseurs appartenaient à un réseau international, vendant ces armes biologiques à des organisations terroristes, des États voyous,
des sectes apocalyptiques. Alix était devenue, malgré elle, l'architecte de pandémies potentielles. Chaque jour, je me réveillais en sachant que mon travail pourrait tuer des millions de personnes, confessait-elle dans sa lettre. Mais chaque jour, je me disais aussi que si je résistais, vous payeriez le prix de ma rébellion. La situation avait évolué fin 2017, quand ces geôliers avaient commencé à parler de phase finale. Ils avaient obtenu les armes biologiques qu'ils souhaitaient et n'avaient plus besoin d'Alix, mais ils ne pouvaient pas la libérer. Elle en savait trop sur leur organisation. Alix avait compris qu'ils prévoyaient de l'éliminer. Elle avait alors élaboré un plan d'évasion désespéré, utilisant ses connaissances en virologie contre ses ravisseurs. En décembre 2017, elle avait simulé une contamination par l'un des virus qu'elle étudiait. Fausse fièvre obtenue en ingérant des produits chimiques, faux symptômes reproduits grâce à ses connaissances médicales. Ces geôliers, terrifiés à l'idée d'une épidémie dans le laboratoire, l'avaient isolée dans la chambre stérile. Pendant cette fausse quarantaine, Alix avait réussi à accéder au système informatique du laboratoire. Elle avait découvert que ses ravisseurs conservaient son ancien téléphone portable dans un coffre-fort, probablement comme trophée ou pour d'éventuelles communications. Le 4 février 2018, profitant d'une négligence de surveillance, elle était parvenue à récupérer son téléphone et à l'alimenter quelques minutes grâce à un chargeur trouvé dans les affaires personnelles de ses geôliers. Elle avait envoyé le SMS avec les coordonnées GPS à Claire, puis remis discrètement l'appareil en place. « Je savais que tu viendrais », écrivait-elle. « Je savais que tu n'abandonnerais jamais. C'était ma seule chance de faire éclater la vérité sur ce qui m'était arrivé. » Mais la lettre s'interrompait brutalement. Les dernières lignes, gribouillées à la hâte, révélaient qu'Alix avait entendu ses ravisseurs arriver. Elle avait eu juste le temps de cacher la lettre avant qu'ils ne découvrent sa supercherie. Claire et Philippe fouillèrent frénétiquement le laboratoire à la recherche d'autres indices. Dans un réfrigérateur médical, ils trouvèrent des dizaines de fioles contenant des échantillons viraux étiquetés de la main d'Alix. Des noms de code inquiétants. Projet Pandore, souche Apocalypse, virus Oméga. Sur un bureau, un planning de travail révélait l'emploi du temps d'Alix jusqu'en janvier 2018. 12 heures par jour de recherche forcée, 7 jours sur 7, sans congé ni repos. Une existence d'esclave scientifique dans ce laboratoire souterrain. Philippe découvrit dans un tiroir des documents comptables en plusieurs langues. Factures de matériel de laboratoire, virements bancaires vers des paradis fiscaux, correspondance avec des acheteurs anonymes. L'organisation criminelle brassait des millions d'euros. Mais où était Alix maintenant? La lettre datait de plusieurs semaines. Le laboratoire semblait abandonné depuis peu. Poussière fine sur les paillasses, équipements débranchés, réfrigérateurs vides de leurs échantillons les plus dangereux. Claire examina attentivement la chambre d'Alix. Sur le mur, elle découvrit des traces d'écriture au crayon, presque invisibles. Sa sœur avait gravé discrètement des dates, comptant les jours de sa captivité. La dernière date marquée était le 28 janvier 2018, une semaine avant l'envoi du SMS. Que s'était-il passé pendant ces 7 jours cruciaux? La réponse se trouvait dans le dernier tiroir du bureau d'Alix. Philippe y découvrit une clé USB dissimulée derrière de vieux rapports de laboratoire. Sur cette clé, Alix avait copié toutes ses recherches, mais aussi l'intégralité des échanges électroniques de ses ravisseurs. Les fichiers révélaient l'identité de l'organisation criminelle, Biological Innovations, Ltd., société écran basée aux îles Vierges britanniques. Derrière cette façade légale se cachait un réseau international dirigé par un certain Dimitri Kozlov, ancien colonel du programme d'armes biologiques soviétique reconverti dans le crime organisé. Kozlov avait identifié Alix dès 2006 grâce à ses publications sur les coronavirus. L'enlèvement à Charles de Gaulle avait été soigneusement planifié. Complicité d'un agent d'Air France, détournement temporaire des caméras de surveillance, évacuation par une sortie de service. Pendant 11 ans, Alix avait développé pour cette organisation une douzaine d'armes biologiques différentes.
Ces créations avaient été vendues à des groupes terroristes au Moyen-Orient, des cartels mexicains, des milices africaines. Chaque vente rapportait plusieurs millions de dollars à Kozlov. Mais en janvier 2018, la situation avait brusquement changé. Les autorités internationales, notamment Interpol et la CIA, se rapprochaient dangereusement du réseau de Kozlov. Plusieurs laboratoires clandestins avaient été découverts en Europe de l'Est. Kozlov avait décidé de liquider l'opération française et d'éliminer tous les témoins. Alix, la première. Les derniers échanges cryptés, datés du 29 janvier 2018, confirmaient les pires craintes de Claire. Package éliminé, site nettoyé, opération terminée, écrivait l'un des hommes de Kozlov à son patron. Claire s'effondra en lisant ces mots. Après 11 années d'espoir et de recherches acharnées, après avoir enfin retrouvé la trace de sa sœur, elle apprenait qu'Alix était morte quelques jours seulement, avant l'envoi du message salvateur. Philippe la serra dans ses bras, partageant sa douleur, mais comprenant aussi l'importance de leur découverte. Il tenait enfin la vérité sur la disparition d'Alix. Et surtout, il possédait les preuves nécessaires pour démasquer ses assassins. Ils remontèrent du laboratoire souterrain en emportant tous les éléments probants. Carnet de recherche, lettres d'Alix, clés USB, photographies. À 18 heures, ils se présentaient au commissariat de Bobigny pour déposer plainte et remettre les preuves à la police. L'enquête qui suivit mobilisa Interpol, la DGSI française et plusieurs services de renseignement européens. Le réseau de Dimitri Kozlov fut démantelé en 6 mois. 15 arrestations en France, Belgique, Roumanie et Ukraine. Kozlov lui-même fut arrêté à Kiev en septembre 2018 et extradé vers la France. Le procès, qui s'ouvrit en mars 2020 au tribunal de grande instance de Bobigny, révéla l'ampleur du trafic d'armes biologiques. Kozlov fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement, séquestration, assassinat et bioterrorisme. Ses complices écopèrent de peines de 15 à 30 ans de prison. L'agent d'Air France, qui avait facilité l'enlèvement d'Alix, fut condamné à 12 ans de réclusion. Le laboratoire souterrain de Bobigny fut décontaminé par des équipes spécialisées de l'armée française. Les échantillons viraux qu'Alix avait été contrainte de créer furent détruits sous contrôle international. Un détail technique permit aux enquêteurs de reconstituer les derniers moments d'Alix. Les caméras de surveillance du laboratoire, dissimulées et que même elle ignorait, avaient enregistré ses derniers jours. Les images montraient qu'Alix avait effectivement réussi son plan d'évasion simulé. Le 28 janvier au soir, elle était parvenue à quitter le laboratoire par une sortie de secours qu'elle avait forcée. Mais affaiblie par 11 années de captivité, désorientée par sa liberté soudaine, elle s'était écroulée dans la zone industrielle de Bobigny. Elle avait survécu 3 jours dans le froid de février, se cachant dans les entrepôts abandonnés, tentant de rejoindre une zone habitée, mais ses forces l'avaient trahie. Les équipes de Kozlov l'avaient retrouvée le 2 février, mourante d'hypothermie et d'épuisement. Son corps fut découvert en avril 2018 dans une fosse commune près de Meaux, à quelques kilomètres de la maison familiale. L'identification ADN confirma ce que Claire redoutait depuis la découverte du laboratoire. Les funérailles d'Alix eurent lieu en mai 2018 dans l'église Saint-Nicolas de Meaux, 11 ans après sa disparition. Toute la ville était présente, famille, amis, collègues, mais aussi inconnus touchés par cette tragédie exemplaire. Claire prononça l'éloge funèbre de sa sœur. Alix était une scientifique brillante, qui rêvait de sauver des vies en combattant les maladies. Elle a été contrainte de créer la mort, mais son sacrifice involontaire nous a permis de démanteler un réseau criminel qui menaçait l'humanité entière. Son intelligence, détournée par la force, a finalement servi à protéger le monde qu'elle aimait. Jean-Claude Bergeron ne survécut pas à la découverte de la mort de sa fille cadette. Il mourut d'un infarctus 3 mois après les funérailles, à l'âge de 74 ans. Sylvie, dont la maladie d'Alzheimer progressait rapidement, fut placée dans une maison médicalisée où elle coula ses dernières années, sans vraiment comprendre ce qui était arrivé à Alix. Claire et Philippe adoptèrent une petite fille, Margot, en 2019.
Cet enfant de 3 ans, orpheline de parents décédés dans un accident de voiture, apporta une nouvelle lumière dans leur existence marquée par tant d'années de douleur. La clinique vétérinaire d'Alix, à Lagny-sur-Marne, fut transformée en centre de recherche sur les zoonoses, financé par une fondation créée en sa mémoire. Le centre Alix-Bergeron devient rapidement une référence européenne dans la prévention des pandémies d'origine animale. Aujourd'hui, Claire enseigne toujours au lycée de Roissy. Elle a créé un cours optionnel sur éthique et science où elle raconte l'histoire de sa sœur à ses élèves. Son message est simple: la science peut sauver ou détruire l'humanité selon l'usage qu'on en fait. Chaque 23 octobre, anniversaire de la disparition d'Alix, Claire se rend sur sa tombe au cimetière de Meaux. Elle lui apporte des fleurs blanches et lui raconte les progrès de la fondation, les succès de sa fille adoptive Margot, les petits bonheurs du quotidien qu'Alix n'aura jamais connus. « Tu vois, Alix, murmure-t-elle chaque année, ton message est finalement arrivé à destination. Tu as réussi à nous guider vers la vérité, même après ta mort. Tu as sauvé d'innombrables vies en nous permettant de démanteler ce réseau criminel. Tu es devenue, malgré toi, la scientifique que tu avais toujours rêvé d'être, celle qui protège l'humanité des pandémies. Cette histoire nous montre comment une brillante scientifique, kidnappée pour son expertise, a réussi même dans la mort à déjouer les plans de ses ravisseurs et à protéger l'humanité. Les indices qu'Alix a semés pendant sa captivité ont permis de démanteler un réseau international d'armes biologiques qui menaçait la sécurité mondiale. Aviez-vous deviné que le message provenait d'une prisonnière et non d'une personne libre ? Avez-vous compris l'importance de ces recherches sur les coronavirus dès le début de l'histoire? Partagez vos théories dans les commentaires. Si vous avez été touché par le courage d'Alix et la détermination de Claire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux enquêtes sur les disparitions mystérieuses.